Alors, il y a beaucoup de questions sur les formations et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que on dirait que les participants se projettent déjà un peu dans le futur. Alors, on va peut-être reprendre un peu cette question des formations. Et il y a une question pour savoir, est-ce que l'IHAB, l'association IHAB dispense des formations? Est-ce que des associations locales peuvent être sollicitées? Et quelle association a formé le CHU à Lille? Caroline, je vous laisse. Alors, je commence à répondre les deux premiers. Oui, Oui, en fait, peut-être. oui, l'association IHAB France dispense des formations. Jusqu'à présent, 3 sessions par an, mais ce sont des formations plutôt de pilotage de projet et pour faire comprendre ce qu'est l'IHAB et de donner des pistes pour lutter contre les résistances ou les freins au changement. Mais ce n'est pas le contenu de formation propre à l'allaitement, à l'accompagnement des mères, rythme et besoins des bébés, tel que c'est demandé dans la reco 2 de l'IHAB. Vous voyez la différence? Donc c'est du plus pilotage de projet. On peut très bien avoir le label IHAB sans avoir bénéficié d'une formation délivrée par IHAB France. Ça c'est sûr. Et autrement, par rapport à cette formation qui est bien décrite dans la recommandation de IHAB, elle peut être organisée de manière très différente selon les équipes. Soit il y a un organisme professionnel qui vient, comme ça a été le cas au CHU de Lille, assurer les 20 heures de formation de tous les soignants sur plusieurs sessions. Soit, en fait, un organisme professionnel extérieur n'intervient que pour une partie du programme et le reste est fait en intra par des consultants en lactation ou par des formateurs qui font partie de l'équipe. Soit ça peut être par des associations comme c'était le cas dans la question. Enfin, tout est possible. Du moment que les connaissances soient là et qu'on puisse après, dans le référentiel IHAB, contrôler que les compétences sont acquises par les professionnels. Tout est possible. Et chez nous, l'association, l'organisme de formation, c'était Connaître. Alors, je sais que Connaître est très implanté dans notre région. Je ne sais pas s'ils sont implantés dans d'autres endroits, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres, organismes qui font très bien. Donc voilà, il y a forcément quelques. Et de plus en plus, c'est vrai qu'ils ont bien compris les recommandations et les exigences IHAB et qu'on même construit un programme de formation dédié à ça. À chaque équipe de se renseigner. Aux associations ou aux organismes de formation, est-ce qu'il y a une exigence aussi à ce qu'ils soient certifiés Calliope? Alors, il n'y a pas d'exigence à ce jour. Après, ça va être tacite parce que voilà, Calliope va être une exigence pour toutes les formations de qualité. Mais encore une fois, je vous dis, peu importe les moyens, du moment que les résultats soient là, les connaissances acquises, les compétences et un accompagnement de qualité qu'on peut vérifier pour les professionnels. Ok. Il y avait encore une question. Alors, attendez, la DMS dans votre service est de combien de jours? Alors, la durée moyenne de séjour, elle doit être de 2,8, quelque chose comme ça. En réalité, vraiment, c'est à la carte. C'est-à-dire qu'on a développé depuis 2013 vraiment une très belle collaboration avec la ville et notamment, bien sûr, avec les sages-femmes libérales, qui fait que 60% de nos patientes sont suivies, ont une consultation dite d'inscription, mais ensuite sont suivies en ville et on les revoit au 8e, 9e mois. Et ce sont ces sages-femmes qui ensuite revoient les dames à la maison, ce qui fait que on a refait une enquête récemment, j'ai pas les chiffres précisément, mais on a 84% de nos femmes qui sortent avec une sage-femme à domicile. Alors en prado précoce, ça doit être 55%. Et du coup, elle reste de nous. Mais toute personne qui est en difficulté pour quelque raison que ce soit, qu'il s'agisse de difficultés physiques, sociales, psychologiques, on peut les garder. On a une unité kangourou, on peut les garder 12 jours au maximum. Voilà, donc on n'est pas sur la culture du chiffre, même si en réalité, comme tout le monde, on est soumis aux mêmes règles. Mais l'IHAB nous a permis, de pouvoir apporter à chacun les soins dont il a besoin. Il n'est pas question qu'une maman son bébé sorte sans que tout soit clean, en relais avec la sage-femme libérale.
D'accord. Et je peux juste préciser quelque chose. La somme qu'a annoncé M. Subtil pour le coût de formation peut sembler énorme, 240 000 €, mais il faut savoir que je crois, Damien, vous me contredisez, c'est pas ça, mais il y avait 800 professionnels à former. Donc c'est une énorme équipe, ce qui revient à 300 € par professionnel. Donc, et là encore, je vous dis, ça c'est pas du coût de l'IHAB, mais c'est le prérequis indispensable, et voilà, on pallie à ce manque de formation malheureusement. On espère que ça changera et que le parcours 1000 jours aussi va s'approprier de ce problème pour renforcer la formation initiale des professionnels. C'est juste. Il y a une petite question pratique. Comment faites-vous, professeur Subtil, pour garder les parents systématiques quand les chambres n'ont pas été pensées assez grandes pour accueillir une famille? Ça, c'est un vrai problème. Vous poussez les murs. Ça, c'est un vrai problème. Et nous, on est comme chez vous au matelas par terre et on n'a toujours pas trouvé le lit d'appoint qui résistait plus qu'un an. Non, la maternité, elle n'a pas été bien prévue chez nous non plus. Donc on se débrouille avec les moyens du bord, mais on trouve que les papas sont par exemple très compliants. À partir du moment où on fait attention à eux, eux ils s'en fichent pas mal d'être par terre. Ce qui est important, c'est qu'ils soient là. Bon, c'est pas idéal, hein. On aimerait bien avoir des lits de place, mais voilà, pour l'instant, on a des lits de place qui sont larges. Enfin bon, on a les mêmes problèmes. Ok. Autre question. Bonjour, pour l'allaitement, vous dites de préférer le lait de maman, donc en néonate, utilisation de lait de femme, point d'interrogation, plutôt que lait prêt, par exemple, même si pas d'indication médicale de lait de femme. Oula, vous me posez une question de néonatologie. Alors oui, je crois que on est au lait cru pratiquement pour tous les enfants prématurés. Je crois que le taux d'allaitement chez les mamans prématurées, on doit être à 92 ou 96%. Il y a une forte incitation. Et d'ailleurs, les mamans sont volontaires parce que quelque part, c'est une manière d'aider leur enfant. Les néonatologues disent souvent que le lait est un médicament. Et alors, sauf erreur de ma part, le lait est tiré par la maman, il part au lactarium, il a des examens de je sais pas très bien quoi, et ensuite il est donné à l'enfant. Donc le lait de la maman. Mais excusez-moi, je ne sais pas répondre techniquement aux détails de votre question. Il faudrait que j'appelle une puricultrice. Alors, existe-t-il un IHAB light? Non, c'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est pas non plus par étapes. C'est une bonne question, hein, parce que ça peut sembler rigoureux, mais après c'est presque impossible de le découper parce qu'une fois que vous avez mis le pied dans l'IHAB, les recommandations s'imbriquent les unes dans les autres. Plus de peau à peau va permettre moins de compléments, etc. Donc en fait ça s'imbrique et tout se met en place presque en même temps, progressivement, mais voilà. Donc il n'y a pas de light. Après, cela dit, il y a quelque chose de light, c'est une réévaluation allégée. Si le suivi, alors pas la première évaluation, mais après, si le suivi annuel est de qualité. Voilà, après on reprend une troisième évaluation totale, mais voilà, ça peut être allégé si le suivi annuel est de qualité. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Avez-vous un suivi des durées d'allaitement maternel en post-maternité, de la qualité du Prado à Lille? Alors, pas de mon point de vue, on n'a pas on a un suivi du taux d'allaitement en maternité, oui, ça c'est vrai, au jour le jour, enfin, tout le monde mais on ne retéléphone pas, par exemple, aux patientes pour savoir si elles allaitent toujours, on n'a pas de retour systématique. Par contre, on fait des petites enquêtes ad hoc, voilà. Et sur le Prado, c'est pareil, non, on a des enquêtes ad hoc, mais pas de suivi systématique. D'accord. Par contre, on fait une journée. Par contre, on aura ces informations-là. On aura ces informations-là avec la prochaine enquête Épiphane qui va être couplée à la prochaine enquête nationale périnatale qui va se dérouler cette année. Donc, on aura ce suivi à 2 mois, 6 mois, 12 mois et on pourra voir l'évolution des taux d'allaitement.
Alors, il y a des nouvelles questions qui arrivent. Existe-t-il une IHAB pédiatrique hors maternité? Peut-on labelliser tout un pôle? Je préfère que ce soit Caroline qui réponde, mais la réponse est oui. Oui, en fait, on a, alors, c'est pas une labellisation comme on vous l'a décrit pour les services de maternité néonat, mais il y a un engagement dans une démarche IHAB en service de pédiatrie, et le CHU de Lille, en fait, est le premier à avoir porté ça, avec une puéricultrice très efficace, très engagée, qui porte vraiment ce projet, dans l'idée effectivement de diffuser encore au-delà des services de soins intensifs, réa, etc., pour tout un pôle, oui. Et ça va s'étendre. Il y a d'autres services de pédiatrie en France qui nous ont contactés pour ce même projet. C'est disponible sur notre site internet si ça vous intéresse, ou vous nous contactez et on vous mettra en lien directement avec cette puéricultrice de Jeanne de Flandre qui s'est investie dans ce projet. Tout à fait. Alors là, il y a une question pour le docteur Rubio. Comment l'ARS peut financer des consultations d'allaitement par les consultantes en lactation IBCLC? Pas assez de temps dédié au niveau hospitalier. On parle d'une maternité de l'ouest de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour l'instant, la question des financements est pas du tout tranchée. Il n'y a pas de trésor de guerre. Mais bon, tout dépend un petit peu comment on pourra arriver à valoriser le travail qui est fait au niveau de la région. Et effectivement, l'idée, ce serait d'être un peu plus ouvert sur les maternités qui vont s'engager dans l'IHAB, mais pour l'instant, j'ai aucune validation de financement. Si vous avez des demandes, faites des demandes. On voit comment on peut les traiter. Envoyez un courrier à la direction générale de l'ARS en exprimant vos demandes, mais pour l'instant, il n'y a pas de budget ad hoc prévu. Oui. Peut-être, je vois une question sur le code OMS. Peut-être je peux me permettre d'y répondre. Oui. On demandait de préciser ce en quoi consistait la protection des familles de la publicité des pressions commerciales. Alors, une précision, c'est ni la vente ni l'utilisation des biberons ou du lait artificiel ne sont interdites. C'est vraiment la commercialisation qui est encadrée et la publicité qui est interdite, mais pas du tout la vente ou l'utilisation. Et l'objectif, c'est bien de protéger les familles pour qu'elles fassent un choix, notamment au moment de la grossesse, et le choix de l'alimentation qui va leur convenir. Et ça permet de renforcer la confiance en fait des femmes dans leur capacité à allaiter. Parce qu'on sait dans les études que c'est vraiment ça qui pêche, notamment en France. Elles n'ont tellement pas confiance que l'allaitement et l'allaitement exclusif marchent insuffisamment. Donc en pratique, en fait, les femmes enceintes et les mères ne doivent pas recevoir des échantillons de tous ces produits ni de publicité, normalement, que ce soit directement par les visiteurs, par exemple, qui travaillent pour ces firmes de substituts du lait maternel, ou indirectement, c'est-à-dire par les professionnels de santé, donc par nous qui travaillons en maternité, par exemple. On ne doit pas être le vecteur de documents publicitaires. Alors ça peut être soit des échantillons, des produits, ça peut être des documents écrits par des labos de lait qui tourneraient les choses pas très en faveur de l'allaitement maternel, mais plus en faveur du lait artificiel, par exemple. Donc tout ça, en fait, c'est interdit. Et pour le versant soignant, les soignants n'ont pas à recevoir de cadeaux des fabricants de substituts du lait maternel et n'ont pas à recevoir non plus de la documentation qui n'est pas scientifiquement validée. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas non plus à transmettre ces informations ou ces cadeaux aux familles et normalement n'ont pas à recevoir non plus de subventions qui émanent des laboratoires de lait artificiel. Alors en France et partout, c'est compliqué, parce qu'on sait que c'est une grande source de financement des établissements, donc ça peut l'être en tout cas. Donc le premier pas pour l'IHAB, c'est déjà que ce soit connu, que les professionnels qui travaillent en maternité néonate sachent que le code OMS existe, et ensuite s'il y a des financements, c'est que ce soit transparent, qu'on sache combien est versé et à quoi ça sert. Donc ça c'est un premier pas. Et après, l'évolution, c'est qu'il y ait de moins en moins ces financements. Et juste pour terminer, le code OMS est une des recommandations du label IHAB, mais en fait, ça existe indépendamment, ça existe depuis 1981, donc c'est vieux, et ça devrait être appliqué partout en France et dans le monde. C'est une exigence minimale, normalement, qu'on est bien loin d'appliquer, notamment en France. Votre micro est coupé, monsieur. Oui, on ne vous entend pas, Damien. Oui.
peux apporter peut-être un petit complément parce que ce code EMS peut faire peur. En réalité, il est très facile. Oui. Je me permets de le dire parce que ça consiste à supprimer toute publicité qu'il y a. Alors sur les maîtres Ruban, Gallia, Gigos, bon, ça, franchement, c'est assez facile. Et pour ce qui concerne les associations, nous on continue à toucher un petit peu d'argent de l'industrie du lait, parce qu'en réalité, très très peu, mais un peu, notamment pour les traductions d'articles. Et alors, on aimerait bien s'en passer, hein. Et donc, le code EMS, ça veut dire pousser à diversifier, entre guillemets, ses sources de financement au point de ne plus dépendre de l'industrie publicitaire, pharmaceutique et du lait. Et c'est ça vers lequel on veut aller. Donc, c'est cet engagement qui est important. Et puis, on montre tous les ans, donc, notre association, voilà combien elle a touché. Il y a des années où elle touche 0, hein, et ce qu'on a dépensé cette année. Donc, voilà, donc de la clarté qu'on n'avait pas avant et qu'on a depuis qu'on est dans la démarche IHAB, c'est tout. Mais on sait très bien que cet argent, il sert pour un matériel qu'on n'arrive pas à acheter, un petit matériel parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, des traductions d'articles pas mal, une formation à l'occasion, bon voilà. Et IHAB France travaille, à une convention en fait avec Santé publique France pour travailler justement sur une meilleure connaissance de ce code OMS et puis une meilleure application en France et une diffusion auprès des familles parce que les familles ne connaissent pas, non plus ça, ne se rendent pas compte en fait qu'elles ont beaucoup de publicité et qu'elles peuvent être influencées par ça. Et puis transmettre ça aussi aux professionnels de santé parce que beaucoup découvrent le code OMS en découvrant la démarche IHAB. Et d'ailleurs, des fois, ça peut être un frein. C'est aussi des fois un frein, mais on y gagne évidemment à travailler loin de toute pression commerciale. Mais ça nécessite d'échanger, de comprendre, de se rendre compte de tout ça. Et l'intérêt, c'est de mieux accompagner les femmes. Et en fait, ça sape notre travail si on ne respecte pas le code OMS. Donc, pour aller dans le sens de et alors curieusement, vraiment, ça ne nous a pas éloigné des gens qui fabriquent le lait là. Bon, évidemment que favoriser l'allaitement maternel, quelque part, c'est diminuer leur part de marché, je dirais, mais on est là pour la santé des gens, et donc on a vraiment supprimé plein de choses, et on ne regrette absolument pas les boîtes roses, évidemment, et tout ce qui s'ensuit, et on s'en trouve mieux, franchement, on s'en trouve allégé. Pour poursuivre avec ces questions sur le code, on a une question qui nous demande les financements par les labos de lait permettent de la formation. Ceci est donc interdit? Oui, alors on le sait ça, effectivement que cet argent-là, beaucoup d'associations de services sont financées en tout ou partie ou en partie par les laboratoires de lait artificiel. Là encore, je dis la première étape, c'est d'être transparent. C'est pas interdit et c'est le cas. Par contre, ce qu'on n'accepte pas, c'est que ce soit les labos de lait qui financent l'évaluation IHAB. Mais les formations, on sait que c'est une source de financement, oui. Oui. Donc, je vous dis, première étape, je pense en France, c'est déjà état des lieux. On en prend conscience et après, on voit comment diversifier pour ensuite essayer de s'en détacher au maximum. C'est pas simple, je vous l'accorde, c'est pas simple. Et alors, des fois, il y a des équipes en démarche qui ont tellement compris le code OMS qu'elles vont au-delà, parce que là, ça se limite en fait à tout ce qui est lait artificiel, biberon, tétine, et certaines vont au-delà en voulant supprimer les marques, par exemple, de savon qu'on utilise en maternité pour laver les bébés, et les cacher, etc. En fait, la démarche, elle est là, c'est pour être un peu libre de tout ça. C'est pas dans le champ du code OMS, mais c'est pour montrer que la réflexion des équipes, elle peut sur aller la au-delà. démarche IHAB. Faut-il avoir une conseillère en lactation dans la maternité, donc un DU, ou un intervenant extérieur est-il possible? Non, c'est pour savoir si il faut avoir pour la dans formation une maternité une conseillère en lactation, dans la maternité. Alors,
Dans le programme IHAB, c'est fortement encouragé et il y a même un intitulé comme quoi l'établissement qui s'engage en IHAB doit favoriser l'accès aux formations DIU ou consultante en lactation, DCLC. C'est pas totalement indispensable, mais en pratique c'est toujours le cas. Il y a toujours une ou plusieurs consultantes en lactation, ou en tout cas elles se forment au fur et à mesure et elles le deviennent en cours de démarche. Oui. Alors, À Jeanne de Flandre, nous avons C'est à encourager 8 en tout cas, conseils bien sûr. allez-y. en lactation. Et franchement, elles sont l'essentiel du dispositif, parce que c'est vraiment à elles qu'on pose des questions en anténatal, évidemment en postnatal. Et alors, on a aussi une matinée info bébé. La matinée info bébé du jeudi matin, donc on propose ça dans notre arsenal d'informations anténatales. On a d'abord une vidéo de bienvenue. Donc là, ce sont des groupes de parents qui viennent le lundi soir. Alors, depuis le Covid, on l'a arrêté, mais ça, c'était très fort. Les parents, dès qu'ils s'inscrivent, cette vidéo de bienvenue, on les accueille 1 heure, 1 heure et demie, avec un petit film de visite de maternité. Et il y a des questions sur tout, la péridurale, la physiologie, l'allaitement, etc. Et puis après, un peu plus tard dans la grossesse, ils ont la matinée info bébé, où une conseillère en lactation parle des soins au bébé, en réalité, dont l'allaitement et le pot à pot et toute la démarche IHAB. Ça, c'est très, très fort. Heureusement qu'elles sont là. Très bien. Il y a une autre question pour proposer une solution. Est-ce qu'une solution serait de donner des nourettes sans marque en maternité par rapport au code? Oui, ça peut être une logique, comme je le disais, de cheminement des équipes. Et là encore, pour ne pas, comme une marque de lait n'est pas plus à conseiller qu'une autre, toujours pareil, en se basant sur les études scientifiques. Si on n'a pas d'argument formel pour le conseiller, on n'a pas à influencer, même indirectement, les parents. Et c'est souvent d'ailleurs une demande qui émane des équipes. Je vais prendre un petit peu dans l'ordre. Avez-vous plus de personnel avec IHAB C'est une bonne idée. afin de prendre plus de temps pour l'accompagnement? Est-ce que ça vous impose d'avoir plus de personnel dans une maternité quand elle est labellisée IHAB? Franchement, non. Alors, on trouve toujours qu'on n'est pas assez, hein, ça c'est sûr. Mais en réalité, non, ça nous fait travailler autrement. Mais il y a beaucoup plus de cannes d'investissement dans la personne. Et donc, peut-être on a réduit les soins inutiles, mais c'est comme partout. Avant, on faisait des tas de choses qu'on ne fait plus. Et maintenant, on aimerait bien que d'ailleurs des femmes aillent se servir éventuellement le petit déjeuner à l'heure qu'elles veulent et pas à l'heure où nous, ça nous arrange. Donc, il y a un certain nombre de changements qui sont en train de se faire. Mais sincèrement, ça n'a pas demandé plus de personnes, franchement. D'accord. Et alors, la petite question, qui a présenté le projet IHAB à votre direction? Qui a réussi à... Alors, chez nous, c'est notre pédiatre en maternité qui s'appelle Tamer Ragza, qui est un type formidable comme tous nos pédiatres d'ailleurs. Et c'est lui qui a tiré la locomotive avec notre cadre Dominique Dubois. C'était dans les années 2009-2010. Hein. Et il nous a attirés. Et moi, j'admire les directions qui ont cru tout de suite. Parce que moi-même, gynéco-obstétricien, j'avais pas compris. Sincèrement, j'avais pas compris. Donc, je dis vraiment les directeurs qui ont compris cette démarche centrée autour des besoins essentiels d'une famille, chapeau. Surtout que ça coûte de l'argent, mais ça va rapporter énormément. Voilà. Ça, monsieur de Butler de la clinique Pocher pour le dire mieux que moi. Oui, il dit c'est cher, mais en tant que clinique Pocher à Amiens, finalement, j'ai investi de l'argent et j'ai un retour important sur investissement. Voilà. Si on parle en termes budgétaires. D'accord. Mais c'est intéressant de savoir qu'il faut comme ça une personne vraiment moteur et convaincue pour embarquer toute une équipe. Oui. Et je me permettrais d'ajouter de prendre ce temps d'embarquer toute l'équipe, prendre le temps d'expliquer au directeur d'établissement. Et encore une fois, des fois, l'idée vient d'eux, donc ils sont aussi moteurs dans certaines équipes. Et prendre le temps d'écouter les résistants,
Ceux qui pensent que l'IHAB c'est que de l'allaitement, ceux qui ont un a priori négatif sur justement que ça va prendre trop de temps, qu'on va s'épuiser alors que déjà on n'en peut plus avec le Covid, etc. Enfin, voilà, prendre tout ce temps-là pour après avancer ensemble et efficacement. Et dans le comité de pilotage, essayer de prendre des gens de toutes catégories sociales, notamment, pas sociales, professionnelles, je veux dire, et notamment des résistants. Faut penser aussi aux anesthésistes qui ont un rôle très important, aux auxiliaires de puériculture dont le métier change complètement avec l'IHAB. Elles ont un rôle d'accompagnement majeur et c'est elles qui sont vraiment plus près des mères et des bébés. Donc voilà, faut inclure tout le monde et avancer ensemble. Céline, j'aurais une question pour Monsieur Subtil et Caroline François. Qu'est-ce que vous répondriez aux maternités qui hésitent Alors, c'est une très bonne IHAB? question. J'ai envie de dire Caroline. Bah oui. Ah oui. C'est les deux. Bon, oui. C'est général. totalement. Maternisme, nous on l'a pas encore fait, mais je dirais que c'est parce qu'on est un peu en difficulté en ce moment. Mais en réalité, c'est un label de qualité. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de critères qu'on a déjà de maternisme. Et pour le coup, ça serait pas très long, je pense, de l'avoir, alors que l'IHAB, ça a été long, mais l'IHAB, c'est un travail de fond, vous voyez, sur les soins centrés autour de la famille et sur l'allaitement. Et ça changement de culture, un changement de dialogue. Voilà. Maternisme, on est sur la qualité, on est sur le taux d'épisiotomie, sur le taux de péridurale, sur la présence 24-24 de personnel. C'est de la qualité aussi, je dirais. Mais Caroline en sait bien plus que moi là-dessus et je vais lui laisser la parole. Non, mais pour compléter, oui, c'est même pas une question de choix entre deux labels parce que ça sous-entendrait que c'est équivalent. En fait, ce sont deux labels différents. L'objectif annoncé, c'est la bientraitance et la bienveillance pour les femmes et en plus pour les femmes et les nouveau-nés pour l'IHAB. Mais c'est complètement différent. Effectivement, on a beaucoup de critères, une ancienneté du label, voilà, l'apport scientifique de l'OMS, etc. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Et Maternis est beaucoup plus centré sur les indicateurs obstétricaux. Et voilà, on peut être titulaire des deux. C'est tellement différent que c'est pas comparable, mais ça pourrait être complémentaire. Je vais faire le relais d'une nouvelle question, très pratico-pratique. Quel est votre protocole pour la présence du père pendant la césarienne et le pot à pot? Et le pot à pot lors de la césarienne. Quel est donc votre protocole? Alors pour les papas, donc ils sont présents dans la salle qui jouxte la césarienne pendant la rachianesthésie pour une césarienne programmée. On a l'induction pour les césariennes en urgence et on ne démarre pas tant qu'il n'est pas là. Et donc il arrive et on démarre, on incise. Donc il prend un peu la place, une petite place de l'anesthésiste en réalité. Et puis ensuite, c'est vrai que maintenant on baisse le champ systématiquement au moment de la naissance de bébé, ce qui fait qu'il peut avoir son portable avec et prendre une photo. Depuis peut-être quelques mois, il peut même couper le cordon. Voilà. Alors en code rouge, au début, ils étaient jamais là parce qu'on n'avait pas de temps, parce qu'on était stressé. Et puis maintenant, on arrive à faire venir des papas en code rouge. Voilà. Pas tous, pas tous encore, mais une bonne partie. Je sais pas si je réponds à la question en disant ça. Vous aviez une autre question? J'ai plein d'autres questions. Si, mais ce que vous dites, Damien, juste pour préciser, ça va même au-delà des exigences IHAB, puisque la présence du père, elle est encouragée partout, on l'a bien compris, et elle est encouragée en cas de césarienne, mais elle n'est pas imposée. Donc chaque équipe avance à son rythme, et au départ, pour certaines césariennes, les codes verts, les codes oranges, voilà, il n'y a pas d'exigence pour les codes rouges, etc. Donc c'est bien sûr encouragé. Une autre question, est-ce que vous avez inclus des professionnels libéraux dans la démarche? Alors oui, par le réseau Ville-Hôpital, qu'on appelle la communauté périnatale de Jeanne de Flandre. Alors on fait une journée par an, dite journée de la communauté périnatale, où on traite de certains thèmes.
Voilà. On a un numéro de téléphone où on peut nous appeler en cas de difficulté avec une patiente, en anténatal et puis aux urgences. On fait jamais assez dans ce domaine-là, mais bon, j'ai l'impression que depuis 2013, on a quand même bien avancé. Et c'est spécifique à cette labellisation IHAB ou c'est le réseau de périnat qui permet ce rapprochement? Alors, pas du tout, effectivement, et Caroline a raison de le souligner. L'IHAB nous a mis dans un mouvement formidable dans lequel on est allé parfois au-delà de ce qu'on nous demandait. À un moment, bon, on a labelli IHAB, mais si on veut faire de la prévention du bébé secoué, on l'a fait. Si on veut faire du nid de cap, on le fait. Mais tout ça, c'est pas dans l'IHAB. Effectivement, je vous ai parlé de notre expérience, mais vous avez vu aussi que chacun pilote un peu. Il faut faire les 12 recommandations IHAB, et puis parfois, dans certains domaines, on va un peu au-delà. Chacun est libre. Je dirais c'est un état d'esprit. Oui. D'ailleurs, on a une remarque. Et le travail en réseau, c'est vrai, est une recommandation à appliquer. Les libéraux, en fait, ils peuvent être liés. Par exemple, si vous diffusez la charte, en fait, qui est le résumé de la politique de service des engagements, on va dire IHAB destinés aux familles, ça peut être un bon vecteur pour faire connaître aux libéraux qui travaillent autour de votre maternité ce que vous faites, ce que c'est que l'IHAB. Voilà, utiliser les mêmes documents. On est amené, quand on est en démarche IHAB, à construire des documents d'information pour les femmes enceintes ou les femmes à la sortie de maternité. Ben, vous pouvez aussi les diffuser dans votre réseau de libéraux. Ça peut être aidant pour eux d'avoir les mêmes outils. Ça peut être des fois les réseaux qui fabriquent ces outils qui seront diffusés partout. Mais des fois, ça peut émerger de votre propre maternité. Il y a aussi des équipes qui ont fait des portes ouvertes. Alors ça, c'était dans la vie d'avant, mais c'était une bonne idée pour montrer vraiment ce que c'était, voilà, qu'une salle de naissance où on faisait vraiment de la physio, des choses comme ça. Mais faut les lier. Ils sont difficiles à atteindre parce que selon votre territoire, une très question vaste, sur les médecins de la maternité. Les médecins ont eu combien d'heures de formation en général, obstétriciens, anesthésistes et pédiatres? Au départ, 2 heures. Au départ, vraiment 2 heures. C'est difficile d'emmener tout le monde avec plus d'heures. Hein. Voilà. Et après, certains d'entre nous, on fait plus. Voilà. Mais au départ, 2 heures. Tout le monde, y compris les étudiants, les internes, tout le monde. Tout le monde pour créer le mouvement, quoi. Et puis alors, très bien. Pardon, tous les matins au soir, par exemple. Après, précision, l'exigence. Oui. L'exigence des 20 heures. Non. Juste pour préciser, normalement, les gynécologues et les pédiatres font partie des soignants, par définition, au contact régulier auprès des mères et des bébés. Donc, ils sont dans le même pool que les sages-femmes, les puéricultrices et les auxiliaires. Ils doivent avoir normalement les 20 heures de formation. Donc, souvent, c'est vrai qu'il faut être franc, c'est les médecins qui font pêcher les statistiques et que tous les autres catégories ont bien les 20 heures. C'est pour ça qu'on arrive à 80% au lieu de 100%. Mais certains médecins dans des équipes IHAB ont bien les 20 heures, hein, ça c'est super. Et les anesthésistes, par contre, sont dans une autre catégorie en soignant, entre guillemets, plus occasionnels. Et eux, ils bénéficient d'une formation plus courte de 2-3 heures sur l'IHAB et plus sur les pratiques qui vont les intéresser plus particulièrement. Par exemple, l'effet de la péridurale sur la mise en route de l'allaitement ou l'importance du mais aussi plus longue pour les autres spécialités. Donc pour les anesthésistes, c'est une formation plus courte. On doit aller jusqu'à 20 heures. Très bien. Est-ce que il y a une normalement plus longue pour les une proposition du label maternité éco-responsable? Est-ce que vous le connaissez, ce label? Est-ce que vous en avez entendu parler? Je ne sais pas, je n'en sais pas plus. Si alors c'est plus en savoir la santé environnementale. Nous connaissons car nous sommes également dans cette démarche de maternité éco-responsable. C'est Véronique Debarge qui nous dirige. L'idée globalement étant d'utiliser des produits qui sont sécures pour l'enfant, et notamment par exemple c'est ce qui nous a fait éliminer tous les phtalates de nos perfusions. Donc on a pour les nouveau-nés en néonatologie, il y a plus de produits avec phtalates, mais c'est ce qui va nous amener également, ce qui nous amène déjà à utiliser des produits pour le sol, pour la peinture, qui ne soient pas toxiques. Voilà, et qui nous amènera à faire une information, mais prudente, aux femmes enceintes sur les produits qui pourraient, je dirais, être des perturbateurs endocriniens. Vous voyez, comme quoi,
un label n'empêche pas l'autre, je dirais. C'est la meilleure preuve, je crois. D'accord, en effet. J'ai une autre question sur les associations d'usagers. Est-ce que vous les faites intervenir dans vos structures labellisées? Les associations d'usagers. J'imagine qu'on parle des associations de maires. Très bien. Oui, ils peuvent même faire partie du comité de pilotage du label dans certaines équipes. C'est très intéressant toujours d'avoir leur avis. Et alors, association d'usagers au sein de l'hôpital ou association de groupes de maires. Et j'ai une question qui va un peu dans ce sens avec sur la Lecce League plus précisément. Est-ce que quels sont les liens entre IHAB et la Lecce League? Et plus généralement, IHAB soutient-il un positionnement particulier en termes politiques et en termes de projet sociétal sur la place des femmes, par exemple? C'est un frein, une crainte qui a été transmise par des membres du bureau. Voilà. C'est une crainte en fait de certaines personnes que on soit, j'imagine, ce que vous dites tout à l'heure, militant. Alors, en fait, clairement, l'IHAB encourage le soutien par des associations de groupes de mères ou des associations de soutien à la parentalité en cas de prématurité, etc., différentes associations. La Lecce League est une de ces associations. Plusieurs associations siègent, au même titre que plusieurs sociétés savantes, siègent au sein du comité d'attribution du label IHAB. Donc, on a des liens par ce biais-là. Mais c'est une association parmi d'autres qui est efficace pour l'allaitement, mais pas que, comme vous l'avez compris, je pense, au cours de nos témoignages et présentations. Mais utile, et le soutien par les mères est un soutien utile pour aider les mères. J'espère que ça a répondu à cette question, justement, à cette crainte qui a été transmise. Oui, j'espère avoir bien. Non, il n'y a pas de crainte, on est très au clair à IHAB France avec ça et avec vraiment le soutien de toutes les mamans, quel que soit le projet d'alimentation, allaitement ou pas. Mais la question était tout à fait légitime. Embarqué dans du militantisme. J'aime beaucoup cette question. Et on a de bonnes relations avec les associations. D'abord, je vais répondre aussi pour Lille. Avec Solidarilé et Lecce League, on a d'excellentes relations et donc bien sûr qu'on les a toujours pour la semaine de l'allaitement maternel. Et puis, ce qui est toujours l'occasion de tisser des liens. Sur nos flyers ici, bien sûr, prénataux. Et pour ce qui est du militantisme, on a été, nous, un peu trop proactifs au départ, parce qu'on voulait avoir le label aussi, je dirais, mais l'IHAB nous a vraiment rassurés. Et puis, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de problème avec les féministes, entre guillemets, parce qu'on est là pour aider les femmes qui désirent allaiter, et on leur fait une proposition, je dirais. Voilà, c'est simplement ça. Mais rien que cette proposition d'aide, support est très important et va les aider. J'ai une précision pour cette question. C'est justement la question était de promouvoir la place des femmes au foyer de façon prolongée, par exemple. Donc je ne pense, enfin, je n'imagine pas que ce soit la position de l'IHAB. J'ai une autre question pour Là, ça regroupe pas mal d'idées reçues sur l'allaitement encore. Allaitement égale femme au foyer. Il y a tout ça. J'ai une question pour Dr Rubio. Sous quelle forme sera le soutien de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour les maternités s'engageant dans la démarche IHAB? Est-ce que l'ARS peut soutenir, déjà, vous nous permettez d'avoir ce genre de webinaires et d'échanges, c'est déjà très intéressant. Est-ce que ce soutien peut aller plus loin? Alors j'ai déjà répondu à cette question et en fait je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas, pour l'instant rien n'est acté et la crise a bouleversé pas mal de choses comme vous en avez pris conscience. Il n'y a pas en tout cas actuellement de financement fléché pour aider les maternités qui s'engagent dans l'IHAB et je le regrette mais bon pour l'instant c'est comme ça. J'espère qu'on pourra mettre quelque chose. Et c'est déjà je pense un soutien de nous permettre de nous réunir et d'échanger sur ces démarches. Et surtout que nous allons pouvoir poursuivre ces échanges, enfin nous le verrons en conclusion.
Mais juste Céline, pour continuer ce que vous dites, et Madame Rubio, c'est une volonté du gouvernement aussi de voir de quelle manière l'encouragement pourrait être vraiment concret, apporter une réponse concrète, et les ARS sont un levier très pertinent sur tout le territoire. Donc je pense que j'ai une petite question sur la formation qui surprend. Ça veut dire que tous les 6 mois, les internes sont formés, puisque vous avez dit que vous formez tous les étudiants. Donc tous les 6 mois, vous relancez des formations. Absolument, donc des formations courtes. C'est bien ça. Auxquelles ils sont très attachés parce que, comme vous l'avez vu, dans notre région, il y a maintenant beaucoup de maternités labellisées. Alors, au début, ils voyaient très très bien la différence entre les maternités qui l'étaient et qui l'étaient pas. Et quand on ne connaît rien à l'allaitement maternel, ce qui était mon cas pendant quand même 25 ans, on est très en demande d'avoir les rudiments de connaissances concernant l'allaitement, les rythmes du bébé, l'expression manuelle, les médicaments qu'il faut éviter, la manière, je dirais, les positions de bébé, voilà. Et donc, allez, quand on a ces 2 heures de formation en arrivant, on est un peu rassuré. Et nos internes sont franchement très désireux d'aller dans les maternités HB, même si c'est pas que le seul critère qui les fait choisir ces maternités. Très bien. J'arrive à la fin des questions. Il me reste 2 questions à vous poser, à moins qu'il y en ait d'autres qui apparaissent. Alors, les consultations systématiques en néonat à J8 lors de la sortie. Ça, c'est la recommandation IHAB. C'est ça. Hein. Et cette maternité nous dit qu'elle programme plutôt à 15 jours, 3 semaines. Et par contre, la PMI passe rapidement. Est-ce que ça, c'est un frein, ces délais? Alors, je ne sais pas si vous avez compris la question. D'accord. Si, l'idéal, effectivement, c'est un retour en néonat dans les 8 jours qui suivent la sortie. Après, on sait bien que c'est très compliqué, mais le message, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose organisé à la sortie. Donc, c'est très bien si déjà le retour se fait à J15, J21, et en relais avec la PMI, ça montre que le travail en réseau est bien enclenché. Comment cotez-vous des consultations conseils en allaitement maternel réalisées par une consultante en lactation? Infirmière puéricultrice diplômée d'État. Comment cotez-vous? C'est pas coté. C'est pas coté. C'est pas cotable. Peut-être Dr Rubio veut répondre. À ma place, je vous dis pas, mais... Non, les puéricultrices ne peuvent pas facturer leur consultation, c'est un problème. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des financements d'une association où, en fait, finalement, l'ARS paye les consultations de puéricultrices, mais bon, c'est difficile à... Non, et ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'au niveau national, on puisse essayer de régler ce problème parce que c'est un handicap. Je suis d'accord. Oui, surtout qu'elles ont une formation parfaite. Les puéricultrices et consultantes, quand elles ont les 2 formations, c'est parfait. Certains établissements, en fait, font chapeauter la consultation par un médecin. Et ainsi, ça peut permettre de coter la consultation, mais faut faire les choses dans les règles. Eh donc, bien, vraiment que très bien. C'était les dernières questions questions que j'avais à vous soumettre. J'avais un petit mot qui est passé vite et qui a été effacé. C'était que en fait, l'IHAB, c'était l'investissement des professionnels pour le bien-être des familles. Je trouvais ça intéressant de vous. Voilà, il y avait aussi ce retour-là dans les commentaires.